Bonjour à toutes et à tous. Transition politique en Guinée. La CEDEAO exige une transition rapide, pas plus de 6 mois. Le gel des avoirs financiers des putschistes, interdiction de voyager également aux putschistes, la libération immédiate et sans condition de Alpha Condé. Voilà donc une liste de décisions, de mesures prises contre la transition ou les putschistes en Guinée. Nous allons donc en parler sur ce plateau de forme de rédaction au Bénin. L'actualité reste dominée par la reprise des cours, la rentrée prochaine. Quels sont les préparatifs au niveau donc des établissements, mais également des parents d'élèves. Nous allons donc en parler aussi, sans oublier l'affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux au cours donc, de la semaine, qui a fait flamber les débats sur donc, la toile au cours de cette semaine aussi, l'affaire liée donc aux dernières déclarations de Dieu de Guanamé, avec tout ce que cela donc, a suscité comme remous et polémique sur donc, la toile. Merci de rester avec nous. On fera aussi un tour à l'Assemblée nationale pour parler de l'installation du suppléant de Okunlola, nommé désormais donc, pour représenter la mission diplomatique du Bénin en Russie. Romaï Kogouale, son suppléant, est bien sûr nommé, ou bien qui a été investi, simplement investi donc, pour donc, occuper le poste de député. Nous allons donc en parler également au cours donc, de cette émission. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour faire le débat aujourd'hui. Arnaud Moriagua avec nous. Arnaud, bonjour. Bonjour Corneille Axel, bonjour téléspectateurs d'Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Et puis bonjour à vous, Hippolyte Dossouano. Bonjour Corneille SR, bonjour à tous. On va commencer avec la reprise des cours pour le lundi prochain à Moriagua. C'est vrai, la rentrée commence lundi. Les préparatifs, on dira que ça va bien. Le gouvernement a pris les dispositions qu'il faut déjà. Et puis aussi dans les établissements, on constate quand même que les derniers réglages sont donc en train d'être peaufinés. Effectivement, la pré-rentrée a eu lieu cette semaine dans les établissements. Les professeurs étaient présents et ont donc pris leur emploi du temps, ont pris contact avec certains élèves depuis hier. Mais la rentrée commence dans un contexte où nous avons en face l'inondation des classes, nous avons en face la Covid-19. C'est pour la première fois que nous débutons la rentrée dans des conditions aussi difficiles où certains élèves seront confrontés à l'inondation des écoles. Mais dans nos villes, ce n'est pas zéro inondation à Cotonou non plus. Vous savez, il y a des zones à Cotonou où les écoles sont inondées. Si par exemple nous allons du côté de Ladi, de Vossa, il n'en manquera pas. Même du côté de Saint-Hérita, on en trouvera. Les zones où il y a l'inondation, les écoles sont donc remplies d'eau. Et si nous allons dans le Mono, malheureusement, avec la montée des eaux du feu Louémé à Altiémé, on constate que des écoles sont sous l'eau. Et voilà dans quelles conditions les élèves vont débuter cette rentrée des classes. Également, Covid-19, nous en avons suffisamment parlé. Il va falloir faire face à la Covid-19 avec des dispositions prises où certainement le lavage des mains sera effectif, mais le non-respect de la distanciation ne sera pas forcément effectif parce que nous savons que les établissements ne disposent pas de tous les moyens pour avoir des tables bancs où les places seront vraiment séparées entre les deux élèves, les effectifs prétoriques qui vont donc s'installer dans ces classes-là. La distanciation ne sera pas forcément de mise. Ce sont des problèmes auxquels les élèves seront confrontés, sauf s'ils respectent le port de masque. Les années antérieures ont montré que les élèves ne respectent pas forcément le port de masque parce qu'avec l'effectif que ça fait dans les salles de classe, avec la chaleur, ça étouffe presque. Mais ce sont des efforts à faire avec le port de masque et la distanciation également pendant la récréation et autres. Voilà un peu la situation dans laquelle la rentrée va commencer. Le gouvernement a rencontré les responsables syndicaux, ce qu'il en est. Est-ce que les
revendications ont été réglées? Est-ce que les questions soulevées par les syndicalistes ont trouvé des solutions? Tout compte fait, la rentrée aura lieu le 20. La rentrée ne sera pas reportée et les élèves vont reprendre donc le chemin des classes. Alors, on comprend, et puis on a vu aussi les efforts du gouvernement qui a rencontré donc les centrales syndicales, comme vous l'avez dit, au niveau donc de ce qui est donc des primes d'accompagnement pour les enseignants. Le gouvernement également a fait l'effort, mais il y a quand même d'autres conditions qui défavorisent un peu. Quand on parle de la question de l'inondation, surtout dans le Mono, la crise sanitaire liée donc au coronavirus, et ensuite la cherté de la vie avec donc toujours sur le marché l'augmentation des prix de première nécessité, le marché de fourniture avec la surenchère Hippolyte de Souanou. Ça commence plus ou moins plus ou moins difficile pour les parents, oui. C'est ça que nous avons dit. Bon, tel que Maurice Lagua l'a rappelé tout à l'heure, la rentrée des classes pour le compte de 2021-2022 veut démarrer à bonne date et c'est une bonne chose. Mais en face de cette rentrée, nous avons quand même des situations qui défavorisent les efforts qu'a effectué le gouvernement pour que les acteurs de l'école puissent reprendre les classes dans de très bonnes conditions. Il a rappelé tout à l'heure les aléas climatiques qui fait qu'aujourd'hui nous avons des inondations au niveau de plusieurs écoles. Et en face des aléas climatiques, nous avons également la crise sanitaire, cette vilaine pandémie liée au coronavirus qui continue de faire toujours ravage au sein de la population. Et ça dit qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis quand même les moyens nécessaires à la disposition des écoles pour qu'à la reprise, les élèves et les enseignants puissent convenablement trouver les bavettes, les gels, les lavages de mains. Toutes ces dispositions-là ont été prises pour que, effectivement, la reprise-là, les élèves puissent travailler dans des conditions sanitaires recommandées par cette pandémie qui est en train de décimer la plupart des peuples sur la planète Terre. L'autre chose également qui constitue un handicap pour les parents à cette rentrée des classes, c'est la cherté des fournitures scolaires. Les cahiers, un paquet de 100 pages qui était peut-être à 900 francs en temps, est devenu aujourd'hui 1200, 1300. Donc tout coûte cher. Au-delà quand même des denrées alimentaires que nous avons toujours décriées, on a tous supplié le gouvernement de subventionner quelques nourritures ou bien quelques denrées alimentaires, mais les aliments de grande consommation, mais de première nécessité. Et au-delà de tout ça là maintenant, c'est les fournitures scolaires qui coûtent très cher. Et nous constatons qu'avec la crise sanitaire de Covid-19 aujourd'hui, les activités ont pris véritablement de coups. Donc il n'y a plus l'économie nationale aussi en a pris, où les parents ne trouvent plus de moyens comme ça pour subvenir convenablement aux besoins de leurs enfants. Et en face de ça, alors qu'ils sont tenus quand même d'acheter les fournitures scolaires à leurs enfants qui doivent reprendre les classes le lundi prochain. Donc la reprise des classes veut démarrer dans un contexte vraiment très compliqué pour les parents, compliqué pour tous les acteurs de l'école. Quand nous prenons tous les trois paramètres, à savoir la cherté de la vie, mais la cherté des fournitures scolaires, les aléas climatiques liés à l'inondation de certaines écoles, et puis la fameuse crise de Covid-19. Donc c'est compliqué, mais nous souhaiterions à ce que le gouvernement continue de faire les efforts. Nous saluons quand même ce qu'il a déjà fait en octroyant quand même les primes de rentrée aux enseignants, même si une catégorie d'enseignants, à savoir les aspirants, qui constituent aussi une grande majorité du corps enseignant, a été laissé pour compte, mais ceux qui sont contractuels et agents permanents de l'État en ont eu pour leur compte, mais pour qu'à la reprise, qu'on puisse quand même essayer, dès les premiers mois, de commencer par satisfaire ces aspirants-là, pour qu'eux aussi puissent se sentir à l'aise pour dispenser les cours tels qu'il le faut. Alors, mais est-ce qu'on peut penser à une forme d'accompagnement aussi pour les parents d'élèves? Ça se fait dans certains pays, à Noumouriagua.
Une forme d'accompagnement pour certains parents d'élèves, oui, le gouvernement parfois porte de l'aide à certains élèves, un certain nombre, peut-être choisir 10 000 élèves et leur porter des aides. On ne sait pas si le gouvernement béninois a pensé à cela. On a vu rapidement une information qui parle de kits apportés à 5 000 élèves. On va vérifier l'information. Si c'était le cas, c'est à saluer, mais le gouvernement, dans son élan social, devrait donc penser à poser ces genres d'actes pour soulager quand même certains parents qui, à l'heure là, n'ont pas encore payé un seul cahier à leurs enfants, qui ne savent pas comment véritablement les enfants vont commencer la rentrée. Il y a des familles démunies, les plus pauvres, qui ont des enfants à l'école, qui ne savent pas véritablement où donner de la tête. Donc le gouvernement doit donc mettre en place ces genres de politique, comme vous le dites, pour apporter de l'aide à certains parents ciblés qui n'ont pas les moyens pour donc apporter de l'aide pour inscrire les enfants au cours de l'année scolaire qui commence. Oui, Koné et Assé et Aïssé, tel que le matelait mon confrère Maurice Lagua, le gouvernement a accompagné un certain nombre d'élèves, plus de 3085 élèves ont eu la chance de recevoir des kits scolaires des mains du ministre de l'enseignement primaire. Et au-delà de ça, nous constatons qu'il y a certaines bonnes volontés qui donnent des kits scolaires aux couches les plus défavorisées. Et c'est le moment quand même d'appeler à la solidarité nationale. Pour ceux qui ont les moyens, mais qui hésitent d'emboîter le pas de ces généraux-là, qu'ils le fassent également pour que tous les enfants, parce que c'est des âmes innocentes, ils n'ont pas à demander à être nés. Et quand vous accompagnez les enfants, l'Éternel essaie de donner quand même les bénédictions qui en découlent. Donc, ils n'ont qu'à essayer quand même d'accompagner beaucoup d'enfants. Donc, ceux qui ont les moyens véritablement, les élus locaux et les opérateurs économiques, nous aurions souhaité qu'ils prennent ce week-end-là pour organiser davantage beaucoup de cérémonies de remise de kits scolaires pour permettre aux couches les plus défavorisées, aux enfants appartenant aux couches les plus défavorisées, de trouver quand même les fournitures scolaires pour amorcer véritablement la rentrée scolaire. D'accord. Alors, Anne-Marie Agua, mais à la reprise aussi, il y a ce que je n'appellerai pas forcément ces faux frais que nous constatons dans certains établissements, surtout établissements privés. Ça en rajoute davantage aux difficultés des parents à faire face justement aux coûts liés donc à malheureusement, Koné Yaïssé, lorsque vous prenez la scolarité, par exemple, d'un enfant qui devrait, par exemple, au coût privé, s'élever à environ 110 000 et qu'il y a 30 000 francs de faux frais qu'on qualifie de autres frais qui coûtent 30 000 et qu'il y a également 30 000 de contribution de participation de l'élève à la construction d'un module de classe, ça fait 60 000. On soustrait des 170 000 de scolarité, ça revient à 110 000 net que l'élève devrait payer. Et ces 60 000 francs-là, à ces 60 000 francs, on va ajouter l'inscription qui est peut-être de 10 000 ou de 5 000. On constate donc que des faux frais s'élèvent déjà à près de 70 000 francs et que l'élève, même s'il devrait payer la scolarité, ne devrait payer que 100 000 francs. Finalement, les parents paient 170 000 francs en plus de la scolarité et des fournitures scolaires, la tenue que l'enfant doit porter, la cantine d'ailleurs qui s'élève à 10 000 dans certains établissements. Pour les plus honnêtes, s'il y a des jours fériés, on retourne les sous aux parents, mais ailleurs, même si l'enfant consomme, si par exemple les congés doivent débuter au mois
de février et que les enfants font par exemple 10 jours, vous payez les 10 000 au début du mois, vous n'avez plus droit à rien, on considère que vous avez consommé vos 10 000 francs. Il va falloir aussi voir quelle nourriture on sert aux élèves. Les élèves qui ne sont pas suffisamment rassasiés parce qu'on ne leur sert pas correctement la dose qu'il faut pour qu'ils soient rassasiés, mais ils sont inscrits à la cantine. Voilà des problèmes auxquels les enfants font face dans les établissements et que les parents également doivent faire face. Et ces faux frais-là qui créent beaucoup de problèmes et qui donnent presque de l'insomnie aux parents, il va falloir que le gouvernement également prenne ses responsabilités et qu'il mette de l'ordre dans le secteur de l'éducation en ce qui concerne la fixation des frais d'inscription, la fixation de la scolarité scolaire. Et on va peut-être revenir après sur comment les enseignants sont traités dans ces établissements. Voilà autant d'argent qu'on soutient aux parents d'élèves dans ces établissements-là, mais est-ce que les enseignants sont traités comme cela se doit? Combien sont-ils payés l'heure? Tout ça, c'est des problèmes à régler dans le secteur de l'enseignement et qu'on invite le gouvernement à s'y pencher comme ils l'ont fait pour, en ce qui concerne le problème de bail à usage domestique. Surtout au Parlement. Surtout au Parlement. Donc, je pense qu'ils doivent se saisir de ces questions-là rapidement. Hippolyte, Oui, bon, effectivement, nous constatons malheureusement qu'au niveau des établissements privés, les promoteurs essaient de créer assez de forfaits pour avoir beaucoup d'argent. Alors qu'en contrepartie, tel que le disait Agua tout à l'heure, ils ne payent pas convenablement les enseignants qui encadrent les élèves et les conditions dans lesquelles les élèves suivent souvent les cours sont aussi à revoir. Et parlant de l'éducation, on sait que l'éducation fait partie du pouvoir régalien de l'État. Donc l'éducation, là, c'est l'État qui doit assurer l'éducation pour tous les citoyens. Mais si l'État arrive à déléguer son pouvoir à des promoteurs d'établissements, mais qui en font un mauvais usage, il serait bien saignant à ce que le gouvernement même prenne ses responsabilités en prenant des arrêtés ou des décrets. On ne va pas partir au Parlement, ça serait très long. Que les ministres chargés de l'enseignement primaire ou secondaire peuvent prendre des arrêtés pour mettre un cadrage au niveau des frais de scolarité, au niveau des frais d'inscription. Définir clairement les frais qu'il faut. Les mages là. Quand on fait l'inscription en internet privé, qu'est-ce qu'on doit débourser, à quoi doit-on s'attendre jusqu'à... En troisième, ici par exemple là, on peut donner un montant minimal et puis un montant maximal. Donc c'est dans ces fourchettes que les responsables d'établissement, les promoteurs d'établissement doivent prendre maintenant pour fixer leur prix. Ça ne serait plus laissé à n'importe qui où, s'il est promoteur d'établissement, il fixe les prix et il accompagne ces prix-là d'une panoplie, de faux frais qui s'ajoutent aux frais de scolarité. Donc ça devient une sorte d'escroquerie des parents où ils sont contraints de le faire. Prenons le cas par exemple, quand nous venons dans les grandes villes, Abomey, Calavi, Cotonou, Porto-Nouveau, où il y a assez de monde, où les établissements publics ne sont pas nombreux, les parents sont contraints de mettre leurs enfants dans les collèges privés. Si vous avez les moyens ou pas, vous êtes contraint de les mettre dans les établissements privés. Alors que on dit souvent en langue vernaculaire que tous les droits ne sont pas égaux. Donc les classes sociales n'ont pas les mêmes moyens. Donc, et en fonction de ça maintenant là, l'État doit être véritablement regardant. Ce que nous disons, c'est qu'il y a le cœur de beaucoup de parents qui saignent. Et ça aussi, les parents ne donnent plus. Social, oui, les parents ne donnent plus. Qui accompagne le social. À cause de ces faux frais-là. On dit peut-être que la contribution pour une classe de 3e est à 80 000 francs. On dit l'inscription 10 000 francs. C'est-à-dire 90 000 francs. On dit tenue de sport. On peut dire 5 000 francs. Oui. Pour t-shirt, peut-être qu'on peut confectionner à 1 200 francs. Vous voyez déjà, non? Donc l'État doit véritablement prendre ses responsabilités là pour siffler la fin de cette pagaille qu'on observe, pour pouvoir mettre un cadrage au niveau de la fixation des différents prix que les établissements privés doivent imposer des prix exorbitants aux parents. Oui, voilà. Les prix sont exorbitants. Et ils accompagnent de ça maintenant la communication. On pense que ce sont eux qui font le gros boulot, alors que tout là, c'est le promoteur qui en fait fortune. Et c'est au dépend des pauvres parents qui souffrent de payer ces sous-là. C'est vraiment de regretter. Et puis le parent débourse, si vous permettez, le parent débourse et après, quand il y a de bons résultats aussi, l'établissement a également participé à cela, a contribué énormément à ce que l'élève ait de bons niveaux. Mais parfois, ce sont même ces mêmes élèves qu'on utilise maintenant pour faire de la pub
Non, Alors que comment le parent on a épure leur déboursé image. énormément. Les parents Voilà. déboursent pour l'élève Énormément, oui. et prennent les Les encadreurs dans payent les toutes TD, les tout, matières, payent les payent TD, contribution, tout, réinscription, payent la uniforme, contribution, tout. réinscription, uniforme, Mais après frais l'établissement, de tout. Après, quand l'enfant est premier de l'établissement, Putain, c'est récupère l'établissement qui l'image, qui récupère et fait de la publicité Pour tout, pompeuse c'est ça. avec des photos, des images en un Ouais. point fini Ah oui, qu'on il faut affiche vraiment de partout recadrage, autour de comme vous l'avez dit, l'établissement. politique. Et pour dire que oui, nous sommes les meilleurs, nous avons fait ci, nous avons fait ça. C'est ça. Et je En fait, Moriagua, moi aujourd'hui, je peux même proposer au gouvernement d'interdire peut-être la publicité. Oui, parce que si les résultats parlent et qu'on sait que quand on prend un établissement public et privé, il y a beaucoup de personnes qui viennent. De bouche à oreille, on saura que tel établissement fait de tels bons résultats par rapport à d'autres. L'autre chose, quand on prend l'image d'un élève, où les parents ont véritablement investi pour que cet enfant-là soit excellent à l'examen. On ne va pas exclure les frais que les parents déboursent pour les encadrements à la maison, ce qu'on appelle les répétiteurs là. Mais, et que, en contrepartie, quand on utilise l'image de ces élèves-là, on fait la publicité, les promoteurs d'établissements ne leur donnent pas de ristourne. C'est ça que nous avons. C'est grave. C'est sous quelles conditions? Donc, comment si, ça se fait? non, Là, non, on ne sait pas. Là, on ne sait pas. Il n'y a pas de ristourne, on sait. Nous savons, il n'y a pas de ristourne. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner pendant 5 ans. De Je sais comment ça se passe. Ils prennent seulement la photo des élèves et ils en font leur publicité. Ils affichent des photos, font 3 ans à l'entrée des établissements. Ils ne donnent rien aux élèves, à part les cadeaux, les cérémonies d'assurance qu'ils organisent encore pour se faire une publicité. Mais pour faire une publicité pour l'établissement. Vous comprenez? Donc l'État n'a qu'à, tel qu'on avait sifflé la fin de la pagaille pour la publicité au niveau des médicaments fabriqués par nos phytothérapeutes ici, là, que l'État siffle la fin de cette pagaille pour les années à venir, pour qu'on assainisse complètement le secteur éducatif. Parce que l'avenir de ce pays dépend de l'éducation qu'on donne aux enfants. Et je voudrais aussi parler des publicités mensongères, des établissements qui présentent 2 candidats au bac, qui disent que oui, qu'ils ont obtenu 100%. Sur l'effectif présenté, nous avons obtenu 100%. Des établissements qui présentent un seul candidat, les établissements qui présentent un seul candidat au bac ou au BPC et qui disent qu'ils ont obtenu 100% de résultats. Il y a dans certains établissements, les fondés ont peur de présenter des candidats. À l'approche des examens, là, ils font encore de tamis, au risque de voir leur pourcentage dégringoler à la fin de l'année. Ils font des tamis pour présenter uniquement que les meilleurs. Alors que parmi les élèves qui sont souvent laissés pour compte, il y a d'autres où les parents n'ont pas les moyens pour les prendre de répétiteurs à la maison. Vous me comprenez? Mais ces élèves-là, les parents payent la scolarité, payent les frais, tout ce qui accompagne, mais à la dernière minute, on laisse les enfants qui ne participent pas aux examens. Vous voyez que c'est une injustice sociale que le gouvernement doit aussi essayer de réparer en mettant véritablement un cadrage, en essayant de prendre de nouvelles dispositions réglementaires pour mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Alors, c'est un débat qu'on refera encore sur d'autres plateaux, pourquoi pas. Merci Paulette, merci Arnaud pour ces analyses autour de la rentrée. On passe à un autre sujet, oui, on quitte l'éducation et on parle, c'est religion ou voilà, non, on parle religion. Oui. Religion. Alors, cette affaire, c'est vrai, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie, on ne va pas aller dans les profondeurs, les dessous, les dessins de cette affaire. Mais cela a fait l'actualité au cours de la semaine, encore une fois. Le dieu de Banamé, c'est bien cela. Hein, voilà, donc sur les réseaux sociaux, à Moyagua, la lettre d'un des leurs, au chef de l'État, les répliques de dieu de Banamé, et puis après le débat sur les réseaux sociaux et tout, à Moyagua. Il y a d'abord eu une lettre qui a circulé où un certain membre de cette église se plaignait au chef de l'État, une lettre ouverte au chef de l'État. Et quelques semaines après, on a constaté que la responsable de la promotrice de cette église c'est le Dieu.
c'est la promotrice de cette église. Ou le Dieu de cette église. Moi, je n'utiliserai pas cette expression. La promotrice de cette église La fondatrice. Bon, d'accord. Donc, on utilise votre mot alors. Non, mais gars, voilà, quand expliquer correctement les choses aux téléspectateurs. La fondatrice, alors. Il est vraiment bien en dents aujourd'hui. Il s'est prêté pour parler de la religion. Pour les sujets. Oui, il s'est prêté pour. En blanc, quoi. Pas pour ce sujet, mais pour les sujets. Ça, c'est signification. La fondatrice, si vous le voulez, de cette église parle donc de cette lettre adressée par le fidèle et s'exprime en certains termes pour parler du chef de l'État. Je pense quand même que les églises doivent savoir connaître leur place. Et quand on est dans une république et qu'on dirige une église, et l'église est dans un pays, l'église doit pouvoir donner des exemples et se conformer aux règles, aux lois du pays. Aucune église n'est au-dessus de la République et savoir respecter les institutions de la République et ceux qui les dirigent. Je pense que dans une église, le numéro 1 de l'église est censé donner un bon exemple. Le bon exemple doit être un modèle. Le bon exemple, c'est dans les faits, c'est dans les propos, c'est dans les gestes et des prises de position. Mais quand on arrive à ce qu'un responsable d'église, le numéro 1, qui doit pouvoir donner l'exemple, qui est observé par les fidèles, tient certains propos qui pourraient permettre aux gens de qualifier ces propos ou de les voir d'une certaine manière, je pense quand même que c'est des comportements à éviter. Arriver au point où l'on fasse des déclarations qui suscitent des polémiques, des commentaires. On a vu la réaction de Hiroko, de Bertin Corvi. On a vu sa réaction. Il a été remonté, il s'est remonté carrément contre cette déclaration. Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit Qu'est-ce qu'il n'a pas dit contre cette réaction? Il y a eu d'autres réactions dans le pays. Et nous pensons donc que les églises doivent respecter l'autorité et respecter les lois de la République et donner le bon exemple. Participer, contribuer à la pacification, prôner la paix et non, je vais dire, ridiculiser un responsable au haut niveau ou vouloir banaliser son autorité. Et c'est des choses à éviter si on est dans une république où chacun se respecte et c'est ce à quoi nous devons nous en tenir. Alors, mais Hippolyte, ce n'est pas la première fois des déclarations de ces gens, un peu provocatrices, qui à la limite frisent un peu les valeurs catholiques ou de l'orthodoxie, de la morale et autres. Alors, est-ce que c'est un problème de communication qui se pose à ce niveau-là? Ça peut ne pas être forcément ce à quoi nous pensons, mais que ça soit juste un problème de communication. Oui, ça c'est vrai. Bon, je suis d'accord avec vous. Ce que je vais dire, tel que vous-même vous le constatez, l'église, la 37 église de Banamé, nous révèle beaucoup de choses. Et nous n'allons pas rappeler quand même des choses qui vont encore faire naître d'autres polémiques. Mais ce que je m'en vais dire, c'est que ça peut être un problème de communication au niveau de celle qui incarne la divinité et la responsabilité de cette église. C'est une divinité humaine. Parce qu'elle se dit être le Dieu. Est-ce le grand D ou le petit? On ne saurait le dire. Dans l'autre cas, un Dieu ne peut pas être féminisé. Donc, c'est pour vous dire quoi? Quand on est responsable d'une congrégation religieuse, on doit pouvoir savoir communiquer. C'est pourquoi dans certaines églises qui semblent être les plus organisées, ils ont des pouvoirs délégués à certaines personnes qui s'y connaissent
dans certaines matières. Quand nous prenons par exemple l'église catholique romaine, mais on a des prêtres qui sont des médecins, on a des prêtres qui sont des journalistes, on a des prêtres qui sont spécialisés dans des œuvres caritatives, et ainsi de suite. Quand vous prenez la conférence épiscopale, il y a tout dedans. Mais voilà que cette église, la très sainte église de Guanamé, c'est une église naissante, une église qui a, qui a la même ossature ou bien la même caricature que celle de l'église romaine, mais qui nous fait naître beaucoup de polémiques à travers des déclarations vraiment très controversées. C'est le lieu quand même d'appeler le ministre de l'Intérieur. Pour nous, au nom de la laïcité qui caractérise notre pays, aucune région n'est au-dessus de l'autre. On ne peut pas vouloir aujourd'hui à ce qu'on ferme cette congrégation de l'église de Guanamé. Si d'aucuns trouvent aujourd'hui de l'insatisfaction, d'autres trouvent de satisfaction et ils y plaisent à toujours être membres. La lettre qui a fuité ces derniers moments, mais qui a circulé sur les réseaux sociaux pour être plus clair, c'est un ancien prêtre de cette congrégation religieuse. Mais il a été prêtre, il n'a pas été n'importe quel fidèle. Donc ça voudra dire que lui, il a vu que beaucoup de choses n'allaient pas. Il a rebroussé chemin, il a adressé maintenant une lettre au chef de l'État. Bon, moi, à mon humble avis, le canal qu'il a emprunté n'était pas la bienséance, mais la bienvenue. Parce qu'il y a des lettres qu'on envoie au chef de l'État sans que ça ne circule sur les réseaux sociaux. C'est une lettre ouverte. Oui, mais c'est une lettre ouverte, on n'ouvre pas. Mais pour moi, avoir la sensibilité des sujets qu'il a abordés, cette lettre ne devait pas circuler sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, l'adieu de Guanamé, ou même le Dieu de Guanamé, je ne me retrouve pas au niveau de l'article qu'il faut emprunter, ne devait non plus pas vouloir... Il y a l'église de Guanamé. Ok. Voilà. ne devait pas chercher à répliquer en faisant preuve de certaine arrogance. Non. Quand on est un responsable religieux, et mieux, un Dieu d'une religion, on doit pouvoir on doit savoir qu'on est une personne morale. Et quand on est une personne morale, les faits, les gestes, les paroles, les actes, tout doit être suivi, mesuré et être exempt de toute critique. C'est ça. Donc, jusqu'au point où elle a voulu expliquer un peu à ses fidèles pourquoi son ancien prêtre a pu adresser une lettre au chef de l'État. Et dans cette réplique-là, mais dans cette explication, on assimilerait notre chef de l'État à cette vedette-là. Mais l'homme est clément pour dire qu'il est dans sa main. Ils ne sont pas d'accord parce que, en tant qu'être humain, nous appartenons à des congrégations religieuses différentes. Le chef de l'État peut être de l'église de Guanamé ou bien d'une autre congrégation. C'est sa liberté. Chacun a la liberté de choix. La liberté religieuse est chez nous. Donc une religion n'est pas au-dessus de nous, n'est pas à imposer. C'est quoi dire tout à l'heure que le Bénin est un pays laïque. Donc si le chef de l'État a des affinités ou même des accords politiques, si je m'en tiens au propos de Bertin Corvé qui a répliqué plus tard que c'est des accords politiques que le chef de l'État a noué avec elle, et au nom de ça qu'elle dit que le chef de l'État est dans sa main, on bafoue l'autorité de la première personne, mais du numéro 1 de notre pays. C'est des détails qu'on n'a même pas besoin de révéler à la face du public. Ça, c'est des détails qui devaient rester dans les coulisses en réalité. C'est pour ça que je parlais d'un plan de communication. Nous n'acceptons pas qu'on puisse, désacraliser l'institution républicaine qu'incarne le président Patrice Talon jusqu'à ce point. Donc, c'est le moment quand même, aux dernières nouvelles, elle a encore publié une note d'apaisement à l'endroit des uns et des autres. Je parle du Dieu de Guanamé de Parfaite. Elle a fait, ça c'est une démarche salutaire, que les gens s'en tiennent compte à l'intériorité de ce discours, de ce dernier discours qu'elle a prononcé pour ramener convenablement la balle à terre. C'est au moment d'appeler maintenant le ministre de l'Intérieur de jouer un peu à l'arbitrage. Il peut l'appeler dans son bureau ou comme c'est un Dieu, aller chez elle, lui donner les civilités qu'il faut et recevoir peut-être les missions qu'il faut également, mais lui prodiguer quelques conseils qui entrent dans l'ordre public, dans le cadre de l'ordre public. Là, pour les jours à venir, que cette religion ne nous révèle plus
dans un Bénin révélé, des polémiques en un point fini. Je pense que c'est un Dieu qui s'est laissé emporter à un moment donné, qui n'a pas pu vraiment contrôler ses propos. Vous voulez dire que parfois il y a des dieux qui ne se maîtrisent pas? Oui, ça peut arriver. Un Dieu qui ne sait pas maîtriser, qui ne sait pas contrôler, avec l'euphorie qui l'animait à l'instant, ne sait pas contrôler et qui a sorti des propos, puisque elle est revenue, comme l'a dit, mais là, c'est comme un homme. Sur ses propos. C'est comme un homme, un Dieu qui réagit comme un homme. Et si elle est revenue sur ses propos pour appeler à l'apaisement, pour recadrer et tout, ça veut dire quand même que c'est en quelque sorte un mea culpa qu'elle fait. Et nous devons accepter cela et donc reconsidérer ses derniers propos et laisser taire les polémiques et comprendre qu'un Dieu peut faire des erreurs. Ou un Dieu peut être colérique. En tout cas, bon, de toute façon, il y a quand même un dernier aspect, et ça c'est très important. Nous comprenons bien la sensibilité de ce dossier, mais les révélations dans cette lettre quand même, il faut faire la lumière, parce que ce n'est pas n'importe qui en parle. Alors, il y a beaucoup de choses que nous avons lues, mais il faut faire la lumière aussi sur cela. Ce que je m'en vais dire à ce niveau... Il faut comprendre tout au moins ce qui se passe. Et ça, c'est peut-être la justice ou l'État qui pour rassurer. Ce que le prêtre a dénoncé... On ne va pas rentrer dans les détails. Non, on ne va pas rentrer dedans. Au fait, il a ses raisons. Voilà. De dénoncer de pareilles pratiques. Au point d'envoyer une lettre ouverte au chef de l'État. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Quand nous allons dans nos églises, les quêtes que nous donnons, les dîmes, les offrandes que nous donnons, est-ce que nos responsables religieux arrivent à nous faire un point global de ça? On marque un point d'interrogation à ce niveau. Quand nous allons voir... En fait, Dieu, c'est fini, vous oubliez. Vous voyez, quand nous allons voir nos responsables, comment dire, traditionnels, c'est-à-dire entre griffes, les boucons ou les rounons, pour des rituels. Mais quand on nous liste des trucs, il faut acheter mouton, bœuf, tout ça là, tu mets 200, 300 000 dedans, mais on ne s'en prend à personne. Le problème qui est là, c'est un problème vraiment très sensible, au point où, même si la justice devait s'auto-saisir, elle doit le faire avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes parce que, je dis, nous sommes dans un état laïque. Et la likou est donnée à chaque congrégation religieuse de s'organiser. On vous dit que c'est le sel qui est vendu peut-être à 2000 francs, qui va vous donner la guérison. Vous en procurez, vous trouvez la guérison. Vous allez s'en prendre à qui? Mais quand vous allez à l'hôpital, vous en procurez, vous avez la guérison. Comme vous n'avez pas la guérison, vous n'avez pas personne. Puisque vous avez. Alors. Vous me comprenez? Donc, les déclarations que le prêtre là a eu à publier la lettre qu'il a envoyée au chef de l'État, il y a des aspects que moi je vois qui ne me convainc pas forcément. Parce que lui-même, il a eu le temps. Mais lui il va nous dire aujourd'hui qu'il n'en a pas joué également de ces sous que les fidèles donnent. Non, mais il a été prêtre. À la jouissance. Et quand vous occupez une fonction, vous assumez une fonction, mais fût-elle sacerdotale ou pas, vous devez avoir les rémunérations conséquentes qui en suivent. Donc, c'est pour vous dire que le dossier, c'est un dossier vraiment sensible. Nous souhaiterions quand même que, tel que la Dieu de Guaname a commencé par ramener la balle à terre, que nous suivons en même temps son mouvement pour conjuguer au passé ces propos à la limite injurieuses ou ces controverses-là qui naissent. Si la justice trouve qu'elle peut quand même jouer, faire preuve quand même d'une certaine impatience pour trancher cette affaire, qu'elle s'auto-saisisse. Cela, ça ne nous concerne pas. Nous sommes des citoyens lambda, nous sommes des observateurs de la chose publique. Je vais, Corneille, si vous le permettez, corroborer un peu les propos du DP Hippolyte pour dire effectivement que nous parlons d'escroquerie, nous venons d'en parler d'ailleurs en ce qui concerne les établissements et pouvons nous parler d'escroquerie au sein des églises, de ces églises,
certaines églises ou de ces églises, c'est oui. Il y a plusieurs congrégations chez nous et nous sommes dans un pays laïque et il y a des pratiques auxquelles se prêtent ces églises-là, soit ils vendent du sel pour guérir, soit une cuillère, si vous mangez avec la cuillère, aucun sorcier ne peut vous atteindre, ou bien c'est de l'eau, c'est de l'huile, c'est des bracelets, c'est quoi, c'est des mouchoirs. Il y a tellement de pratiques au sein de ces églises-là où l'individu est libre de par sa conscience de croire à ces pratiques ou de ne pas y croire. Donc c'est de votre propre chef que vous vous levez et vous vous adhérez et vous acceptez donc ces choses et que vous les achetez. On ne peut donc pas vous assigner pour ça. On ne peut pas assigner le prêtre parce que quand je dis le prêtre, on ne peut pas assigner la personne là, le dirigeant de l'église qui vend ces objets, je vais les appeler, parce que c'est de votre conscience, c'est de votre libre choix que vous allez acheter. On ne vous oblige pas. On ne vous oblige pas parce qu'eux, ils ont leur supercherie pour donc piéger les fidèles, pour s'enrichir et tout. Et donc, on n'oblige personne. Donc, c'est pour juste corroborer ce que dit Léopold par rapport, Hippolyte, excusez-moi, par rapport au contenu de cette lettre-là. Il a bien dit, il a été très précis. C'est avec pincette, c'est avec tact que la justice pourrait s'auto-saisir. C'est très complexe. C'est vraiment complexe. Il y a beaucoup d'autres postes aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres postes. Bon, on dit c'est compliqué. Voilà. Et puis c'est compliqué d'évoquer aussi certains sujets. Certains sujets, c'est Mais très je crois compliqué. quand même que dans ce pays, le chef de l'État, garant donc de la sécurité des uns des autres, qui a prêté serment pour cela, fait beaucoup d'efforts également en la matière. Parce que si le chef de l'État doit répondre à tout, voilà. Si le ministre de l'Intérieur doit réagir à tout, on risque de fermer toutes ces églises-là. On retient quand même que... Alors qu'il y a des fidèles qui trouvent satisfaction dans ces églises et qui le disent à haute voix. Il y a beaucoup de cadres qui sont membres de ces congrégations de Guanamela. Il y a d'autres fidèles qui font le tour des églises. Ils ne trouvent pas satisfaction dans l'église X, mais ils vont dans l'église Y. Vagabondage religieux. Vagabondage religieux et ils s'en sortent. Donc voilà. Alors, toujours est-il que autour donc de cette affaire, il y a beaucoup trop de remous, de rebondissements, de polémiques. Autour donc de certaines congrégations. Et ce n'est pas fondamentalement le rôle des religions. Les religions contribuent forcément à la paix. Lorsque les politiciens sont en guerre, lorsque les autres couches ne s'entendent pas, il y a toujours les religieux qui sont là pour apporter la médiation. Feu Monseigneur Isidore de Souza, dans ce pays, quand les politiciens ne s'entendaient pas. La solution est venue des cadres religieux, des acteurs religieux. Et nous souhaiterons que ça continue dans ce pays et que ces acteurs soient toujours de modèles pour la nation. Merci Hippolyte Dosso-Wanou. Merci Anne-Marie Agua. On va passer donc à l'actualité africaine, même s'il y a d'autres sujets. Je sais que Maurice s'impatiente beaucoup par rapport à cela. Alors, la question de mandat unique qui revient encore dans les débats, on en parle prochainement. Anne-Marie Agua, Hippolyte Dosso-Wanou. On va passer donc à la Guinée, l'actualité africaine. Une série de mesures contre la Guinée, en tout cas les Poutis en Guinée. La session extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi soir. Donc, a accouché donc de cette série de mesures. La transition, pas plus de 6 mois de transition, c'est ce que la CEDEAO exige aux Poutis. On parle même d'interdiction de voyager. Pouchis, le gel des avoirs, donc de ces Pouchis, la libération sans condition, libération immédiate d'Alpha Condé et bien d'autres décisions prises contre, bien sûr. Alors aujourd'hui, d'abord, sur la question de la transition, la CEDEAO exige 6 mois de transition après la suspension, bien sûr, de la Guinée des instances de l'organisation de la CEDEAO. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée peut réussir la transition en 6 mois? Oui, si les acteurs politiques et les membres du Comité national de rassemblement et de développement CNRD veulent, ils peuvent convenablement
trouver comment d'issue pour pouvoir organiser les élections après juste 6 mois de transition. Mais tant est que dans le contexte dans lequel on se trouve maintenant, ça serait véritablement compliqué. Et nous pensons que c'est à une comédie que ça donne la CEDEAO, qui, loin d'en être quand même une institution panafricaine qui permet aux États de pacifier les États, devient un véritable sapeur-pompier qui reste indifférent. Et quand les crises s'installent, elle surgit maintenant comme un arbitre ou bien un médiateur. C'est un médecin après la mort. Donc, ce qui s'est passé au niveau aujourd'hui de la Guinée, où au point où on parle de transition aujourd'hui, alors que le président déchu, Alpha Condé, refuse de signer sa lettre de démission pour dire qu'il est prêt qu'on le tue que de signer sa lettre de démission. Vous voyez que la CEDEAO propose une transition de 6 mois. Alors que la CEDEAO propose une transition de 6 mois. Quand est-ce qu'on a eu le temps donc, de finir avec la crise politique la CEDEAO même, elle est consciente qu'en 6 mois, on ne peut pas organiser une élection démocratique. Et mieux, c'est parce que la CEDEAO sait qu'en 6 mois, on ne peut pas prétendre commencer par organiser des processus électoraux, qu'elle a instauré une loi pour dire qu'aucun pays ne doit pas retorfer à des lois électorales tout à fait. À 6 mois d'une élection. Vous voyez, non? Donc, elle se contredit. Donc, nous ne savons pas, c'est-à-dire, cette institution, moi, je ne vois pas aujourd'hui sa fiabilité, sa crédibilité. Sous ces institutions, quand ces décisions sont prises. Non, mais la plupart de ces décisions sont bafouées par les pays. Au nom de la souveraineté. Parce que si un État trouve qu'une décision de la CEDEAO ne l'arrange pas, mais elle s'en fout d'elle et c'est fini. Parce que la CEDEAO elle-même, elle n'a pas de mesures de coercition pour pouvoir faire respecter cette décision. Vous voyez? Alors, est-ce que la CEDEAO... pourquoi on a... Est-ce que la CEDEAO détient une armée? Non, excusez-moi. Pourquoi Alpha Condé a connu ce coup d'État? C'est parce qu'il a donné un coup constitutionnel pour briguer un troisième mandat. Il a joué à une gymnastique. Qui sont les membres influents aujourd'hui de la CEDEAO? Mais c'est les vieux barons qui sont en train de grainer à l'agrément des troisième mandats ou qui sont en train de faire leur quatrième mandat. Quand on prend le cas de Foy Assingbe, quelle leçon Foy Assingbe a donné aux Guinéens qui sont vraiment contre un troisième mandat? Mais il y a quand même le président de la CEDEAO actuellement, Akufo-Addo, le Ghana qui reste quand même un modèle démocratique. Et le président ghanéen aujourd'hui assure la présidence de la CEDEAO. Le président Akufo-Addo assure aujourd'hui la présidence de la CEDEAO. Mais quand on annonce que c'est lui, il doit se rendre dans les 48 heures en Guinée pour obtenir la libération immédiate de Alpha Condé et tout le reste, alors on se pose beaucoup de questions. Non, mais Nana Akufo-Addo a beau Ghana être reste un modèle démocratique président d'un pays démocratiquement modèle, mais l'institution panafricaine qu'il dirige est une institution qui ne respecte aucune règle, qui n'a plus de respect vis-à-vis des peuples qu'elle prétend être représentée. Vous êtes d'accord? Et la voix de Nana Akufo-Addo aujourd'hui n'est pas une voix, sa voix n'est pas prépondérante. Non, il peut beau être le président aujourd'hui si, le peuple guinéen ne voit pas une certaine crédibilité à travers la CEDEAO, elle ne va pas respecter les décisions. C'est le lieu comme si la CEDEAO veut être respectée pour les fois à venir et que ces décisions doivent s'imposer au peuple ou au pays, elles doivent dorénavant prendre des mesures pour contrecarrer les coups constitutionnels qu'on observe. À travers, à quelques mois, quelqu'un finit 2 mandats, il torpille les lois, il revient encore pour dire que le peuple veut que je revienne. Mais c'est quoi ça là? Et après, la CEDEAO surgit pour dire qu'elle veut jouer à la médiation. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le vieux de blé en minant, quoi. Alors, aujourd'hui, la CEDEAO, avec cette série de décisions prises pour punir, en quelque sorte, pour sanctionner en quelque sorte les poutistes en Guinée, est-ce que cela véritablement amène la paix dans ce processus de transition? Et la CEDEAO a-t-elle également les prérogatives, par exemple, pour dire interdiction de voyage de ces poutistes et leurs familles, par exemple, gel des avoirs? Est-ce que la CEDEAO a les prérogatives aujourd'hui pour aller jusqu'à ces
La CEDEAO risque d'envenimer la situation en Guinée. La CEDEAO ne devrait pas attendre quand les situations s'empirent avant de réagir. La CEDEAO devrait être une institution préventive, merci, qui veille au grain véritablement et qui évite aux pays africains d'en arriver là où nous en sommes avec la Guinée. La CEDEAO était présente, était là quand le président ivoirien a donc fait volte-face, a trituré tout ce qu'ils doivent triturer pour un troisième mandat. La CEDEAO était là quand Faure Gnassingbé a fait ce qu'il doit faire pour un troisième mandat. Et la CEDEAO était là encore quand Alpha Condé a fait ce qu'il doit faire pour briguer un troisième mandat malgré la volonté de son peuple. Aujourd'hui, les putschistes ont le peuple derrière et ont les opposants derrière. Et je pense que la CEDEAO ne peut que dire ce qu'elle doit dire en tant qu'instance responsable qui coordonne tout pour son image. Pour son image, la CEDEAO doit pouvoir dire quelque chose. Mais dans la réalité, est-ce que ces injonctions, ces menaces de gel de comptes, est-ce que ces interdictions de voyage seront véritablement respectées avec les putschistes, les armes au poing et tout ça là? Est-ce qu'ils pourront faire face à ceux-là et leur dire que leur compte est gelé et qu'ils n'ont pas le droit de voyager? Et c'est des questions qu'on doit se poser. Les gars ont les yeux rouges sur la tête. Et vous parlez de gel de compte. Et on les arme. Ce n'est pas comme ça qu'il faut régler ces problèmes-là. Il faut y aller lentement. Il faut une médiation. Il faut d'abord aller les rencontrer, parler avec eux. Merci, la diplomatie. Ils ont démarré ça là. Ils ont eu à faire tout ça là. Oui, maintenant ils menacent. La CEDEAO menace pratiquement. Alors, regardez comment la CEDEAO, dans ses résolutions... Est-ce que c'est la menace qui va régler les problèmes? On leur donne 6 mois pour organiser élections législatives et élections présidentielles. Est-ce qu'ils en avaient l'habitude? Est-ce qu'ils connaissent les rouages? Les gars sont en train de faire les audits. Ils veulent révéler des choses. Ils ont vu combien de marchés gré à gré, 400 et quelques marchés gré à gré, 5 000 milliards de monnaie guinéenne détournée. Les gens sont en train, ils veulent faire des audits. Ils ont une méthode. Ils sont venus pour mettre de l'ordre dans le désordre. Soit on leur laisse le temps pour faire ce qu'ils doivent faire. Eux aussi, 5 ans de transition, ils exagèrent. Est-ce que la CEDEAO n'a même pas imposé une transition, à mon avis? Parce que le pays reste quand même souverain. Très bien. On a vu le cas malien, par exemple. Et vous avez vu la dernière déclaration du Premier ministre malien qui a dit non, le Mali n'est pas préoccupé par l'organisation des élections, mais les assises nationales. Oui. Et c'est ça, justement ça. Au fait, on dit le peuple est souverain. Aujourd'hui, moi, je vais même dire que la souveraineté du peuple guinéen est incarnée par le Comité national de rassemblement et de développement. Parce que, après le putsch là, tout le peuple guinéen s'est rallié au lieutenant-colonel Doumbia et consorts. Vous comprenez? Ça vous dit que le peuple ghanéen, si plaise aujourd'hui à l'instant où nous parlons, est dirigé par le CNRD. Donc, ce qui voudra dire que la CEDEAO devrait quand même, dans sa démarche de médiation, permettre à ce peuple-là de proposer un délai de transition. S'il advenait qu'il propose un délai plus ou moins long, la CEDEAO peut jouer à l'arbitrage pour les ramener un peu, pour que peut donner une transition peut-être de 2 ans. Là, on peut dire ça, là, c'est faisable, c'est réaliste et réalisable. Mais une transition de 6 mois, où on sait que la condition est déjà n'existe plus pour ce pays. C'est à refaire. Et à refaire, les lois, on doit refondre tout. On doit refaire tout. Où l'Assemblée nationale a été dissoute. Donc ça voudra dire que ce que la CEDEAO est en train de faire aujourd'hui, et ce qui me fait mal, la CEDEAO, au-delà quand même des chefs de l'État, la CEDEAO a une commission. Et cette commission est constituée des cadres des pays membres. Mais que va alors l'intelligentsia de ces cadres politiques qui sont les intérêts politiques. Mais c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Donc, ils ont beau, faire le sommet là au Ghana, les chefs d'État sont déplacés. C'est des décisions presque hypocrites. C'est des décisions qui n'auront aucun effet sur le peuple guinéen au regard de ce qui se passe actuellement. La CEDEAO doit revoir sa manière d'agir
vis-à-vis du peuple. Oui, d'agir. Parce que si la CEDEAO peut désormais imposer, parce qu'on a compris que c'est souvent les troisième mandats là qui suscitent souvent ces gens qui engendrent souvent ces gens de coups d'État. Mais la CEDEAO peut prendre des tests pour dire, à partir d'aujourd'hui, nous sommes d'accord que chaque pays est souverain. Elle est, chaque pays a l'habilitation quand même d'inscrire le nombre de mandats constitutionnels que doit faire un président en exercice dans son pays, dans leur constitution. Mais au-delà de tout, la CEDEAO, dans sa mesure préventive, peut souhaiter à ce que les chefs d'État ne fassent plus de 2 mandats. Mais ça serait la bienvenue. Et quand on parle de médiation, vous avez dit que oui, ils ont entrepris une médiation. Une vraie médiation, ce n'est pas avec la presse, ce n'est pas avec du bruit que ça se fait. Une bonne médiation se fait en silence, en coulisses, sans qu'on ne sache ce qui se passe. Ce n'est pas avec la presse derrière qu'on va faire une médiation pour dire qu'on est en train de faire une médiation. Pendant combien de jours ils sont restés en Guinée pour faire des négociations avec les putschistes? S'il y avait une vraie médiation, est-ce que le président Alpha Condé serait en train de refuser de signer sa démission jusqu'à l'heure là? Les putschistes lui ont donné 5 jours pour qu'il signe sa démission. Après les 5 jours, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? On ne le sait pas. Et donc, je pense quand même qu'ils doivent penser à cette question-là. D'ailleurs, la première chose à laquelle ils devaient penser, c'était comment récupérer Alpha Condé des mains des putschistes en lui demandant de signer cette démission. Puisque les gars ont les armes. Vous avez quoi? Vous n'avez pas les armes. Est-ce que la CEDEAO dispose d'une force militaire pour pouvoir donc attaquer la Guinée au cas où si la Guinée s'imposerait, les putschistes vouloir s'imposer de force? On l'a vu fébrile face à Goïta au Mali par exemple. C'est à des questions qu'il faut penser, mettre en place comment je vais dire, une armée panafricaine pour pouvoir donc régler ces problèmes. Si les gens vont par les armes, l'armée va se lever et pourra descendre dans ces pays et aller régler les problèmes. C'est pourquoi pas? Parce qu'on en a marre des coups d'État en Afrique. On en a marre des coups d'État en Afrique. Si je vais abonder dans le même sens que Maurice Lagua, il a dit tout à l'heure qu'il en est marre des coups d'État en Afrique. Nous sommes d'accord. Mais c'est le lieu quand même de dire à ces chefs d'État africains qui sont encore au pouvoir, qui quand même, au nom quand même de ceux qui jouissent de ce pouvoir-là, cherchent souvent à torpiller les tests, notamment la Constitution, pour revenir briguer des 3e et 4e mandats. Regardez Alpha Condé, un universitaire, même s'il n'a jamais eu la chance de devenir président de la République de son pays, on ne peut pas le ronner jusqu'à ce point. Vous comprenez? Mais il s'est fait ronner comme ça. Donc c'est le camp de rappeler à ces chefs d'État-là qui s'accroche coûte et coûte au pouvoir, ou mais qui veut s'éterniser au pouvoir, en oubliant que le peuple demeure toujours souverain, quelle que soit la forme de dictature, la forme de gestion, ou mais la forme de gestion qu'ils imposent dans leur pays. Donc, c'est pour vous dire que nous condamnons la démarche de la CEDEAO qui n'a pas fait une démarche d'avant-gardiste, mais nous sommes d'accord qu'au-delà de tout, les chefs de l'État sont les premiers responsables de tout ce qui se passe dans leurs pays respectifs. Et c'est le de dire à ces chefs d'État membres de la CEDEAO de ne pas vouloir chercher coûte et coûte à suivre ce mauvais exemple de Alpha Condé, ce mauvais exemple de Ouattara, ce mauvais exemple de Foy Assengbe, ceux-là qui cherchent à s'accrocher au pouvoir. Paul Biya aussi. Paul Biya aussi. Ah, le vieux moribond. Paul Biya qui a fait 30 ans de pouvoir. C'est triste, regrettable. Sassou Nguesso. Donc, les trucs sont là. C'est pas bien. Et c'est ces personnes-là qui ont déjà fait plus de 6 mandats, qui veulent donner des leçons à ces jeunes Guinéens qui sont vraiment engagés à ne même pas accepter. Pour lui, d'ailleurs, Déby qui était sur le point de devenir 6e mandat avant d'être tué par les rebelles. J'ai lu quelque chose sur les réseaux sociaux qui m'a fait vêtement rire. Au Gabon, les gens disent, mais pour faire coup d'État au président gabonais, qu'on n'a pas besoin des armes, mais qu'il faudrait prendre juste ça quand là, qui va tomber, c'est fini. C'est triste. C'est ridicule quand on s'accroche au pouvoir. Mais il y a quand même le professionnel de l'armée en Afrique aujourd'hui. Les coups d'État qu'on réussit sans effusion de sang. Vous avez vu pour le cas de la Guinée. Mais c'est un jeune qui est proche du président Alpha Condé, qui a maîtrisé tout l'appareil sécuritaire. Mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts, on est d'accord. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts ce dimanche en Guinée. Mais le lieutenant-colonel Doumbia maîtrise bien l'appareil sécuritaire autour de Alpha Condé. Il maîtrise bien. Parce qu'il doit avoir forcément des gens qui vont répliquer. Il est proche de lui, il est du même village que lui.
et c'est un légionnaire français. Et quand Condé lui-même a ramené. Quand il a ramené, il a même financé certaines de ces formations militaires que le jeune est parti aller suivre à l'extérieur. Donc c'est lui-même qui a fait le jeune et le jeune a vu. Mais le jeune lui tenait même souvent des parapluies quand il sortait, quand il y avait la pluie. Ah mais le jeune convoitait pour bon le vieux là, c'est bon, mais un jour il a fait ça. Donc les chefs d'État quand même, quand vous avez la chance d'occuper cette fonction vraiment très honorable là dans votre vie, ne cherchez pas à y accrocher. Faites juste 1 ou 2 mandats et quittez. Laissez les choses avant que les choses ne vous laissent. Le mandat présidentiel en Afrique, oui, un autre débat au Bénin aussi, parce que des jeunes d'une coalition, oui. Donc, sont revenus sur donc, l'opportunité du mandat unique. On en parle prochainement sur le forum de la rédaction. Restez avec nous. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.